Bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, comme j'en ai fait part à beaucoup d'entre vous, on a eu une bonne nouvelle la nuit dernière. La chaîne YouTube de François a été restaurée. Elle est donc de nouveau active et vous allez pouvoir nous resuivre sur YouTube avec, bien sûr, un élément fondamental, c'est que YouTube a reconnu que nous n'enfreignons pas les règles de ces fameuses règles qui avaient été mises en place en 2020-2021, notamment autour de la période Covid, qui dès qu'on parle de vaccins, d'effets secondaires, de chiffres, parler de tout sauf de cela. Eh bien, aujourd'hui, on nous a dit que François… Alors, bien sûr, quand on parle de YouTube, on parle d'intelligence artificielle, ces outils qui permettent à ces géants du numérique de censurer, de reconnaître ces messages. Et, pour ce faire, j'ai aujourd'hui invité le docteur en informatique Emmanuel Darl à parler de son nouveau livre sur l'intelligence artificielle. Vous m'aidiez à l'accueillir sur François. Bonjour Emmanuel. Bonjour Xavier. Et bonjour. Comme on se connaît, on va se tutoyer et c'est super, tu vas être la première à prendre la parole sur la chaîne YouTube de François. C'est très opportun parce qu'avec le livre que tu as écrit, qui était l'objet de cette interview, tu as tellement parlé des dangers de l'IA, de la censure. Et je pense que j'aimerais, avant qu'on parle de ton livre, que tu réagisses un peu à cette information, à cette censure que François a vécue, à cette réouverture de la chaîne YouTube. Est-ce que c'est le début de la fin? Alors, le début de la fin, ça je ne peux pas le dire, hein, mais en tout cas, on voit quand même une nette amélioration, finalement, des comptes qui avaient été bannis, des comptes qui avaient été plus ou moins visibilisés, largement même, voilà, aujourd'hui réapparaissent. C'est plutôt, je pense que ça va peut-être dans le sens d'une nouvelle ère, une ère où on respecte peut-être enfin la liberté d'expression, loin de tous les lobbies qui peut y avoir. Alors, est-ce que derrière, des mesures coercitives ne réapparaîtront pas? Ça, je pense que personne ne peut l'affirmer. Donc, restons vigilants quand même, je pense. Alors tout à fait, il faut de toute manière, il y a plein d'autres manières, hein. Il y a l'invisibilisation, le fameux shadow banning dont j'ai parlé avec Nicolas Vidal. Il y a d'autres manières, en fait, on peut nous empêcher d'apparaître. En tout cas, merci beaucoup d'avoir réagi. Donc je vais mettre quand même à l'écran la photo de ton ouvrage. Comme ça, on va. Donc ça s'appelle IA, illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle. Donc eu l'honneur, tu m'as fait l'honneur de la postface aux éditions Résurgence de Marco Pieter, qui est très courageux d'avoir publié toute une série d'ouvrages sur la Covid, et c'est sûrement un des rares éditeurs qu'il a fait. Alors, Emmanuel, ce livre, je sais que tu as mis énormément de temps. Aujourd'hui, en introduction, on a parlé de la censure, mais quand on voit le titre, les dangers de l'intelligence artificielle, et qu'on sait que YouTube, Google, que tous ces géants utilisent cette intelligence artificielle depuis longtemps pour identifier des mots-clés, pour faire tout cela, est-ce que tu penses que ton livre, il arrive vraiment à point nommé pour expliquer aux gens tout ce qui s'est passé? Alors moi, j'explique pas tellement les mécanismes de censure proprement dit. Moi, mon but, il est de pouvoir alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, l'emploi, la santé, l'éducation, la justice, mais il adresse également le phénomène de enfin, le problème de la manipulation des masses avec ces algorithmes. J'ai effectivement une partie autour dans lequel je mentionne la censure, puisque ça fait partie finalement pleinement de ces algorithmes, comme tu l'as souligné. L'intelligence artificielle permet en fait de pouvoir détecter ce qu'on appelle donc des patterns, c'est-à-dire en fait des motifs dans un jeu de données très très vaste. Et donc à ce titre-là, on peut, en tout cas, on sait par exemple que YouTube utilise une IA pour aller détecter par exemple certains mots-clés, etc. Twitter utilise des systèmes de scoring
pour aller, par exemple, invisibiliser tel ou tel contenu. Ces plateformes peuvent notamment entraîner une baisse, permettre une invisibilisation à plus de 95% sur un contenu qu'elles jugent, on va dire, indésirable. On sait aussi qu'en période Covid, et comme tu l'as très bien souligné, le fait, par exemple, que François soit banni finalement de l'espace numérique, comme François a fait partie des 1 million de vidéos qui ont été supprimées de la plateforme YouTube. Je rappelle que sur Twitter, ça a été 11 millions de comptes qui ont été bannis. Facebook a supprimé 20 millions de contenus. Les chiffres sont gigantesques, en toute impunité. Et par-dessus ça, on a même des gouvernements qui vont aller dire, je prends par exemple, je vais citer, paraphraser Emmanuel Macron, qui disait il n'y a pas très longtemps, l'état de droit est un problème, je résume, hein, l'état de droit est un problème, il faut mettre plus de censure dans l'espace numérique, etc., parce que sinon on va devenir un continent de complotistes, c'est ce qu'il a dit lui-même. C'est complètement hallucinant, délirant, aberrant. Et finalement, on voit que tous les pouvoirs publics s'orientent vers des mesures coercitives. On pourrait évoquer par exemple le DSA. Ça fait partie aussi de la boîte à outils, on va dire, de l'Europe pour aller écraser finalement le citoyen dans sa liberté d'opinion, dans sa liberté d'expression. Et courage à François, parce que François est un média résistant. Qui a décidé de ne pas se taire. Et je crois que c'est très rare aujourd'hui. Merci pour tous les journalistes de François. Bien sûr, on a subi cette censure, c'est sûr, mais l'objet n'est pas de parler de François aujourd'hui, c'est de parler vraiment de ton livre, de parler d'intelligence artificielle. Alors, quand on commence un livre sur l'intelligence artificielle, on commence où exactement, Emmanuel? Parce que le mot intelligence et artificielle, ça paraît presque un oxymore, hein. C'est presque quelque chose qui ne paraît pas naturel. Ça veut dire qu'on oppose des gens. D'après toi, comment on peut expliquer aux gens en quelques mots ce que c'est et surtout, qu'est-ce qu'on devrait en attendre en termes d'usage positif et d'usage négatif, puisque tu parles d'illusion? Alors déjà oui, comme tu l'as souligné très très bien, Xavier, et merci. Le mot intelligence artificielle est un oxymore total. L'historique derrière, il date pas de 2020 ou les années 2000. Ça a commencé directement, notamment par Alan Turing, hein, la vision d'Alan Turing, qui lui visait finalement une machine extrêmement intelligente, capable de communiquer aussi bien qu'un être humain et de résoudre des problèmes, notamment de mathématiques ou de logique formelle, comme un mathématicien pourrait le faire. Ce mot, cette expression a été francisée, elle a été adoptée à la conférence de Dartmouth en 1956. Et puis derrière, il y a eu beaucoup finalement d'investissements, notamment par la DARPA, qui voyait dans une espèce d'intelligence artificielle une façon de pouvoir rendre finalement l'expertise computationnelle et aboutir finalement à des expertises haut niveau en se passant finalement de tout ce qui pourrait engendrer des coûts, parce que un expert, ça coûte cher. Une machine, on l'achète une fois et terminé. Donc, il y a aussi des questions économiques. Et puis après, on a vécu finalement une sorte de désillusion. En 1980, il y a eu une période qu'on appelle l'hiver de l'IA et qui donc est revenue au devant de la scène dans les années 2000, notamment grâce à Google, notamment grâce par exemple à Nvidia, ce qu'on appelle au GPGPU, donc les processeurs graphiques qui permettent de paralléliser les calculs de façon assez pas triviale, mais plus facilement, et qui offrent bien sûr des performances calculatoires inégalées par rapport aux processeurs qu'on avait à l'époque et qu'on a d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, et puis bien sûr, tout ce qui est data, parce que la data, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, comme ce que je résume de façon pédagogique dans cet ouvrage, vous partez finalement d'un jeu de données et le but, c'est de pouvoir
designer des caractéristiques en vue de prédire une probabilité. Donc ça, on peut l'appliquer sur des images, on peut l'appliquer sur des datas financières, on peut l'appliquer sur toutes sortes de data. Il y a plein de modèles qui existent dans les réseaux, notamment de neurones. Vous avez les réseaux de neurones récurrents, etc., qui vont, par exemple, se souvenir à chaque passe. Et puis, à partir de là, on peut finalement faire un petit peu ce qu'on veut. On peut, par exemple, prédire, pourquoi pas, la météo de demain avec une certaine probabilité, prédire si demain, oui ou non, il y aura un changement climatique, prédire le résultat des élections, prédire une épidémie. N'en reste pas moins que tout cela repose sur des probabilités. Donc, les probabilités, on leur fait dire ce qu'on veut. Ce que je prends souvent comme exemple, c'est si vous avez une image de chat, une image de chien, l'intelligence artificielle va vous dire c'est un chien à 70%, mais n'empêche que ça pourrait être un chat à 30%. Et que finalement, on ne retient pas ce résultat-là, mais c'est pas à prendre non plus pour argent comptant. Une probabilité, ça reste une probabilité. C'est pas infaillible. Voilà. Donc, Alors que normalement, un chat et un chien, ça devait être binaire. C'est soit un chien, soit ça l'est pas, et c'est soit un chat, soit ça l'est pas. Donc, oui, mais en fait, même en classification binaire, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise en fait, on a 2 classes, et puis on a la probabilité pour la classe 1, la probabilité pour la classe 0, on va dire, et puis après, on prend le max. C'est comme ça qu'on fait. Alors, évidemment, si on met le max, par exemple, si on met, on va dire, le seuil à 0,50, en fait, s'il y a quelque chose qui passe à 0,51 et que l'autre est à 0,49, on est un peu dans un flou, mais pour autant, on dit « Ah non, non, on n'est pas dans un flou, on prend la décision pour argent comptant. » Et c'est ça qui pose problème, à mon sens. C'est qu'en fait, on doit bien garder à l'esprit, et tous les experts le disent, ça reste des probabilités. Et finalement, si on délègue à la machine un certain pouvoir, on occulte finalement cette partie probabiliste en disant que finalement, ce n'est pas 0,51, c'est 100%. Voilà, ça revient à faire ça. Donc ça pose problème d'un point de vue éthique. Et ce que je note, en fait… bon, ça pose des, Oui, je t'en oui, prie. ça pose des problèmes. Alors, avant de parler des problèmes, j'aimerais quand même qu'on parle des choses qui sont Oui. positives dans l'IA. Parce qu'il y a eu, dans ce que tu décris dans son histoire, il y a quand même des applications sur des systèmes experts, les systèmes embarqués sur les avions, par exemple. Ça a aidé, le pilote automatique quelque part, c'est une intelligence artificielle. C'est un système embarqué avec des données restreintes, bien sûr. Il n'est pas disponible à tout le monde. Mais en tout cas, ça a aidé à l'automation à réduire des risques. Donc, à partir du moment où on parle de probabilité, ce qu'on essaye de faire avec ces systèmes, est-ce que c'est la réduction de risque ou est-ce qu'il y a d'autres fonctions objectives? Non, non, comme tu le soulignes, il y a des bonnes applications, et ça, moi, je n'en doute pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je note dans ce livre que mon discours, il n'est absolument pas technophobe. Mon discours, il est dans un but de vigilance active. On peut parler, bien sûr, de ces systèmes présents dans les avions. On peut parler également des systèmes présents dans l'imagerie médicale pour permettre la détection précoce de certaines tumeurs qu'on ne peut pas voir, nous, à l'œil nu. Là, en fait, où pourrait se poser, et c'est une véritable question éthique, c'est finalement à qui revient la décision finale. La décision finale, est-ce qu'elle revient à une machine ou est-ce qu'elle revient à un être humain? Aujourd'hui, dans le discours officiel, on nous présente la technologie finalement sous la forme comme une forme de fascination, et pour laquelle on devrait finalement fermer les yeux et occulter que ça reste une technologie avec ses propres failles. Et c'est pour ça que est né, en fait, moi, dans ma vision, ce livre que je trouvais utile, c'est aussi de dire: «Attention, c'est pas infaillible». Donc oui, ça peut avoir des applications superbes, et on peut au contraire, je vais pas dire améliorer l'humanité, mais s'améliorer soi-même, apprendre des choses, et cetera. Je pense par exemple aux outils pour aller apprendre des langues avec des traducteurs, on va dire IA, pourquoi pas? N'en reste pas moins, à un moment donné, on occulte aussi certaines dimensions, et c'est là où est l'enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
les personnes qui ont pignon sur rue pour parler de cette technologie, je pense par exemple au bien connu Laurent Alexandre, nous dit que finalement c'est inévitable et que pour survivre dans ce monde avec le changement climatique, les épidémies, la violence, etc., on n'aura pas d'autre choix que de s'implanter des puces ou alors de s'augmenter, etc. À travers ce discours transhumaniste, et c'est tout ce que je dénonce dans ce livre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise application. La question, c'est, ben voilà, que délègue-t-on, que la société accepte ou pas de déléguer à une IA? Est-ce qu'on accepte de déléguer, par exemple, un pouvoir régalien? Là est la question. Ou est-ce que finalement, on fait attention et on juge que oui, il peut y avoir des dangers, on l'utilise par parcimonie, là où, dans un cadre bien utile, avec derrière des règles éthiques, des garde-fous. Et c'est là, en fait, où est mon discours. Mon discours, il n'est pas là pour alarmer, il n'est pas là pour dire arrêtons l'IA. Non, c'est de dire oui, mais mettons des garde-fous là où c'est utile. Et puis surtout, arrêtons finalement de laisser ces grandes sociétés, ces majors finalement de la technologie ou évidemment quelques globalistes de designer les décisions pour nous en tant que citoyens, mais plutôt on peut se réemparer de ce débat et ayons un débat public. Voilà. Dans ce débat public, s'il devait avoir lieu, dans quel cénacle doit-il… D'abord, il y a peut-être plusieurs débats publics. Il y a le débat des utilisateurs, il y a peut-être le débat des régulateurs, il y a peut-être le débat à l'Assemblée nationale avec les députés, rien que pour les former. Il y a peut-être les débats au Conseil constitutionnel, au ministère des Finances, si jamais on doit identifier un certain nombre d'améliorations, au ministère de la Justice. Comment on commence, on va dire, à avoir ce débat, Emmanuel ? La question est vaste, la question est difficile. Il y a différentes strates. On est dans un système avec différentes strates, on va dire, de pouvoir. Je crois que d'abord, la première chose, c'est d'éduquer les citoyens à ces dangers numériques. Beaucoup, par exemple, ignorent que leurs données transitent, leurs données, je parle par exemple de l'application Tous Anti-Covid, hein, leurs données de santé transitaient sur les serveurs Google, que finalement, il y a tout un écosystème pour le moment que la Commission européenne est en train de mettre en place, notamment le Health Data Space, etc., avec des protocoles Google, donc qui utilisent les serveurs cloud de Microsoft. Donc, je pense qu'il y a aussi cette sensibilisation à mener auprès du grand public, auprès du citoyen, pour leur dire d'abord, faites attention à vos données. Et puis surtout, quand vous utilisez un outil basé IA, eh bien, imaginez-vous que derrière, il y a, à chaque fois que vous demandez à une IA de faire un truc à votre place, vous avez une perte de compétences, vous avez peut-être une fuite aussi de vos données personnelles, etc. Donc, je pense qu'il y a cette sensibilisation-là à mener auprès du grand public, auprès aussi des élus. Il y a beaucoup d'élus qui ne comprennent rien à la technologie et que c'est parce que c'est pas leur métier, parce que c'est pas leur domaine, et ça peut parfaitement se comprendre et se respecter. Mais je pense que oui, ce débat, il doit avoir lieu à différentes strates. D'un point de vue législatif, d'abord, qu'est-ce que finalement le pouvoir législatif autorise ou pas sur l'espace public comme déploiement d'intelligence artificielle, en utilisant, pourquoi pas, évidemment, on a déjà une réglementation européenne qui s'appelle l'AI Act, qui est rentrée en vigueur en 2024, qui impose quand même quelques règles, même si pour moi, je juge que c'est une raquette, mais il y a quand même quelques règles. Comment est-ce qu'on fait respecter ces règles au niveau de la législation française? Et puis derrière, finalement, il y a aussi au niveau des corporations. Moi, j'imagine plutôt ça, un débat comme un débat autour de différentes corporations. Les juges qui discutent ou pas, les juges qui discutent de la mise en place ou pas d'une intelligence artificielle sur tel ou tel point, avec certains garde-fous, etc. L'éducation nationale, je veux dire, c'est un vaste domaine et je crois que dans ce vaste domaine, il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de citoyens et donc je pense que c'est plutôt un peu comme une forme d'assemblée constituante
en fonction des différents secteurs de métier pour essayer de voir ce qu'on accepte ou pas. Moi, par exemple, en tant qu'enseignante-chercheuse, je n'accepte pas que mes étudiants utilisent l'intelligence artificielle. Je ne forme pas ChatGPT, je forme des individus. Et voilà, c'est pas ChatGPT. J'ai pas envie d'avoir un devoir de ChatGPT, ça m'intéresse pas. ChatGPT, c'est bien programmé ou pas. Voilà. Emmanuel, quand on était enfant, on a tous les deux, c'était en tout cas pour moi il y a très longtemps, mais en fait je suis encore un grand enfant, on a appris à compter. Et est apparue la petite calculatrice. Alors cette petite calculatrice, elle avait 8 caractères, si je me souviens bien. Donc j'avais, quand je n'étais pas bon à l'école, on avait des cols, et j'avais un professeur de mathématiques qui m'avait demandé de faire des multiplications de 9 chiffres par 6 chiffres et des divisions de 9 chiffres par 6 chiffres. Donc, ces calculatrices ne pouvaient pas les faire. Donc, c'était la solution qu'il avait trouvée pour éviter qu'on utilise ces petites calculatrices. Donc, c'était une aparté pour dire que apprendre à compter, c'est une chose. Quand on sait compter, ça peut rendre la vie plus facile d'avoir une calculatrice ou son téléphone aujourd'hui. En tout cas, il y a toujours des garde-fous éducationnels qui permettent à un enseignant de pousser l'élève à vraiment avoir les bases des connaissances plutôt qu'à sous-traiter ces connaissances à une forme d'intelligence artificielle. La calculatrice en était une. En tout cas, est-ce que tu as, toi, des exemples que tu peux partager en tant qu'enseignant qui sont des garde-fous? Parce que je pense que c'est intéressant de commencer à avoir ce débat, parce que toute notre vie, nous avons été au contact de technologie. Nous ne sommes pas technophobes, au contraire, on a pris la carte bleue parce que ça nous a aidés. Mais aujourd'hui, on est en train de parler des limites de l'argent numérique. On est en train de parler des limites de l'argent étatique numérique. Donc, juste, j'aimerais avoir ta réflexion là-dessus. Alors, c'est très difficile aujourd'hui. On est de plus en plus confronté finalement à. Et d'ailleurs, il y a eu une tribune de plusieurs professeurs aux États-Unis, professeurs d'université, qui alertaient justement sur le fait qu'on n'arrive plus à évaluer nos étudiants. Il y a beaucoup aujourd'hui enseignants-chercheurs qui n'arrivent plus à évaluer leurs étudiants. On a des outils pour détecter le plagiat, etc. Mais avec l'IA, ce qui est un peu compliqué, c'est que ce n'est pas vraiment du plagiat, puisque c'est une composition, des recompositions, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe, on va dire, déjà, qu'on peut prendre un copier-coller, etc., sur un site. Donc, le seul moyen, finalement, c'est d'interroger l'étudiant pour lui demander. Alors, moi, ce que je fais souvent en informatique, quand on me rend un code, je ne prends pas le code pour argent comptant, parce que déjà, pour moi, le code, des lignes de code comme ça, me balancer des lignes de code, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, les choix de programmation. Pourquoi, en fait, tel étudiant a utilisé ça et pas ça, etc. Et quand on fait ce travail-là, quand on commence à poser des questions, on se rend compte vite quels étudiants, finalement, ont joué ou pas le jeu. Et puis après, il y a la solution de la dissertation, feuille et papier, papier-crayon, et puis poser un sujet en présentiel. Et puis voilà. Mais on revient presque, c'est ce qu'il disait finalement, c'est ce qui avait marqué dans cette tribune, c'est qu'on revient presque à des outils dits sans aucune péjoration, archaïques, dans le sens où on a… Basique, mais simple, des outils simples. Dans le sens où on a, par exemple, toutes les plateformes de Moodle, on a toutes les plateformes pour faire du test en ligne, etc., avec des QCM. Alors moi, je n'aime pas principalement les QCM, mais on a vraiment tous les outils numériques, finalement, à notre disposition pour, finalement, travailler comme ça avec les étudiants, pourquoi pas en distanciel aussi. Parce que il y a eu beaucoup de développement au moment de la crise Covid, au moment du confinement. Donc, et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus les utiliser parce que c'est une perte de temps. On n'arrive plus à les utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive plus à savoir si c'est un élève ou si c'est une machine. Je vais prendre un exemple. ChatGPT, c'est particulièrement bien codé. Je suis inscrite sur des forums où il y a des discussions entre développeurs, etc. De développeurs de tout niveau,
on guide beaucoup aussi des juniors et beaucoup se disent: «Mais finalement, on ne sert plus à rien». On ne sert plus à rien parce que finalement, une IA peut parfaitement faire aujourd'hui ce qu'on fait nous-mêmes. Alors, il faut savoir que s'il y a un problème, je pense par exemple à des freelanceurs, le jour où un client a un problème, que son code ne marche plus, OK, il pourra demander à ChatGPT, mais il n'y aura personne pour reprendre en main finalement, voilà, son site internet, les services qu'il a mis en place, et cetera. Donc c'est là, en fait, c'est là où est la limite. C'est-à-dire que vous n'avez pas un être humain, qui est appelé en cas de problème. Donc c'est très compliqué, d'un point de vue éducatif. Je pense qu'on va, droit dans le mur. On on s'interroge de plus en plus sur le temps d'écran des enfants. Pour autant, dans certains lycées, dans certains collèges, on donne des tablettes aux élèves. On remplace les manuels scolaires au titre que, finalement, le cartable est moins lourd. OK, pourquoi pas? Il y a d'autres solutions pour faire ça. Il y a notamment des casiers. Enfin bref, on peut imaginer d'autres solutions. Moi, je vois par exemple ma fille, aujourd'hui, elle n'a plus un seul manuel. Tout est mis sur une tablette. Voilà. Et puis, quand la tablette marche pas, en fait, comment on fait? Quand la tablette marche pas, elle peut pas étudier. Voilà. En fait, l'IA, c'est un peu ça. C'est que si le système marche pas, si demain on enlève tous nos savoir-faire au profit d'une intelligence artificielle et que demain, il y a plus rien qui marche, on saura plus rien faire. Et une énorme panne de courant, par exemple. Voilà, on sera tous en train de se regarder les uns les autres en disant: «Comment on fait?» puisque finalement, on aura perdu tous nos savoir-faire. Et le problème, il est là. Et ça va même au-delà du savoir-faire, c'est aussi la formation de la pensée critique. C'est-à-dire que les mathématiques comme l'informatique permettent en fait de pouvoir, avoir une gymnastique de l'esprit, apprendre finalement à jongler entre différents concepts, et cetera. Et ça, si on n'a plus ça, on n'a plus aussi cette capacité d'aller vers un regard critique sur les choses, de pouvoir s'interroger sur le monde. Et je crois que la formation des libres penseurs, elle est importante dans notre époque, encore plus peut-être dans notre époque face à une certaine oligarchie. Et puis, si vraiment on n'est plus capable de faire ça, on aboutira forcément, et c'est peut-être aussi ça le but. Moi, je m'interroge beaucoup à un peuple, finalement, à des peuples démunis de cette capacité de pouvoir, voilà, de pouvoir s'interroger et de ne pas pouvoir être si facilement manipulable. Voilà. Alors, il y a un droit fondamental qui est le droit à l'autonomie. Ce que j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, et corrige-moi si jamais je me trompe, qu'on a le sentiment en t'entendant que l'IA nous emprunterait ou nous enfreindrait ce droit à l'autonomie, puisque quelque part, être autonome, c'est ne pas être dépendant sur l'État, ne pas être dépendant sur une machine, ne pas être dépendant sur des géants technologiques. C'est aussi retrouver la joie d'avoir un livre papier, retrouver le contact humain. Donc, ce droit à l'autonomie qui est un élément fondamental. On a vu pendant la crise Covid qu'on a remis toutes nos responsabilités entre les mains de l'État avec des décisions qui ont été parfois contraires au bon sens. Mais est-ce que pour toi, ce droit à l'autonomie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on préserve comme la prunelle de nos yeux? Et comment on va faire pour arbitrer entre l'IA, entre cette illusion, on va dire, d'intelligence artificielle et ce monde réel où en fait l'humain est imparfait? C'est justement ce que j'adresse aussi dans l'un des derniers chapitres, hein, quand je parle de la gouvernance algorithmique, en citant notamment Michel Foucault et Agamben. C'est-à-dire qu'on va dans une société finalement où le pouvoir ne s'exerce plus sur les territoires, mais sur les corps et même sur les esprits. Finalement, on a une forme de gouvernance qui nous dit ce qu'on doit penser ou pas, comment on doit vivre ou pas, et tout ce qui déroge, tout ce qui sort finalement de ce nuage de points dans lequel finalement est représenté chaque citoyen, dans lequel est réduit toute la complexité de chaque citoyen, doit être finalement invisibilisé, caché, pourquoi pas même supprimé. Ce droit à l'autonomie, il est essentiel et on doit au contraire le cultiver. C'est pas justement en reléguant
en reléguant une certaine forme de pouvoir à ces IA qu'on va le cultiver. Au contraire, on va l'effacer. On nous dit par exemple que plus de 80% des métiers d'aujourd'hui seront remplacés par les IA de demain. C'est peut-être possible, mais ce n'est pas finalement à Big Tech de le dire, c'est aux citoyens, à la société, de dire s'ils acceptent ou pas. Je crois qu'avant le droit à l'autonomie, il y a aussi, surtout, une question de souveraineté individuelle et de souveraineté des peuples vis-à-vis finalement de ces lobbies. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a perdu. On a perdu toute souveraineté par rapport à la Commission européenne, par rapport à l'Union européenne. On a même perdu, pourquoi pas, toute souveraineté par rapport aux USA ou à d'autres grandes, on va dire, d'autres grands pays comme la Russie, etc. Aujourd'hui, même pour diffuser une émission sur Internet, on est dépendant de YouTube. On est dépendant finalement. Donc, ces géants exercent une forme d'ingérence dans l'espace public, une forme d'ingérence finalement au sein même de la société. Donc d'abord, la question, c'est peut-être d'abord reprendre notre souveraineté. Il y a beaucoup de peuples, alors sans parler de pouvoir politique, sans parler de partis politiques ou quoi que ce soit, hein, mais il y a beaucoup de peuples qui veulent aller dans ce sens-là, et on le voit par rapport à aux dernières élections européennes, etc. Mais pour autant, les pouvoirs politiques n'encadrent pas finalement ce retour à une forme de souveraineté. Et c'est très compliqué. Et moi, je n'ai pas envie de parler politique maintenant ou ici, mais ça reste, je pense, très compliqué de revenir en arrière, puisque finalement, on a tout donné. On a donné nos propres pouvoirs, on a donné nos propres mêmes infrastructures aussi logicielles. Hein, le peu qu'on avait finalement aujourd'hui est centralisé, nos propres données, les données de santé à la Commission européenne. Tout est aujourd'hui centralisé sur des clouds, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'espace des États-Unis. Donc, pour reprendre notre autonomie, il faut d'abord reprendre notre souveraineté numérique, mais aussi notre souveraineté dans plein de domaines. Et après, on pourra, pourquoi pas, parler d'autonomie. Je crois que le chemin est très long. Moi, je ne veux pas être pessimiste. Je suis une nature optimiste, savoir danser sous la pluie. Mais c'est un challenge. Hein. Je pense que de toute manière, le jour où on va se prendre vraiment le mur, parce que ce jour arrivera, le jour où on nous dira bon, ben, écoutez, vous avez délégué toutes vos données, etc., finalement, tous vos services à des géants de la technologie. Et puis, si vous ne faites pas ça, ce géant-là, en fait, vous coupe tout. Ça arrivera. Ça arrivera. Et bien là, on se dira ah ben mince alors, comment on fait? Et là, peut-être qu'on réfléchira à des solutions. Voilà. Mais il faut savoir, je pense que de toute façon, c'est un peu la marque de l'Europe, la marque même de la France, de tomber bien bas pour après se poser les bonnes questions. Enfin, en tout cas, certaines personnes sont capables de le faire, d'autres pas. Mais voilà. Alors Emmanuel, quand on lit ton livre, comme j'ai eu le plaisir de le faire 2 fois, et je le remets Illusion d'avenir, tu finis par un manifeste. Donc, moi, j'invite tout le monde à le lire parce que je pense que c'est sûrement un des livres les plus complets qui pose les questions qui doivent être posées aujourd'hui. C'est les questions qu'on se pose, qui va très loin dans l'histoire, qui retrace presque un historique complet, mais en montrant les avantages et les inconvénients. Et à la fin, tu finis avec un manifeste. Et j'aimerais bien qu'on se serve de cet élément-là en forme de guise de conclusion, puisqu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Et bien sûr, si tu veux rajouter d'autres éléments, il n'y a aucun problème. Je te laisse parler du manifeste. Oui, alors ce manifeste, il est aussi disponible sur le site illusionavenir.fr gratuitement, hein, en téléchargement libre. Il vise à alerter les pouvoirs politiques, il vise à alerter également les citoyens pour essayer justement d'ouvrir un débat public pour mettre des règles éthiques
poser des règles éthiques et des garde-fous au sein même de notre société. Il n'est pas là pour dire qu'on arrête toute forme de technologie au sein même de notre société. Non, il est là pour dire il faut que le citoyen se réempare du débat public. On a aujourd'hui, on a l'impression finalement que les pouvoirs politiques finalement gouvernent non pas pour le bien commun, mais finalement pour leurs propres intérêts. Et je crois que c'est une impression qui pourrait être légitime dans bien des cas. Mais on n'a plus finalement de débat. Le débat n'est pas nourri puisque finalement l'information elle est occultée par par un espèce de cinéma qu'on vit dans notre pays depuis des années. Entre le bal des premiers ministres, les bals de ceci, on occulte les vrais sujets. Donc, ce manifeste, il est là pour affirmer que d'abord, un être humain ne peut pas être remplacé par une machine, puisque ce n'est pas comparable. L'être humain ne peut pas être comparé, son intelligence ne peut pas être comparée à un process algorithmique d'une machine. Et puis, il est là également pour savoir, finalement, pour exiger un débat dans lequel la société dirait ce qu'elle accepte de déléguer ou pas à des IA. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Donc moi, j'invite évidemment tous les lecteurs, tous ceux qui nous entendent à télécharger ce manifeste, à l'envoyer à leurs élus. C'est une opération que j'ai décidé de lancer aussi avec ce livre, puisque je pense que c'est en agissant et en ne restant pas les bras croisés qu'on peut essayer, on peut espérer en tout cas faire changer les choses, faire bouger les lignes. Et mon but, il est là. Donc voilà. Ce livre, et ça vraiment je tiens à le rappeler, il est là aussi pour finalement dénoncer tout ce qu'on ne dit pas sur l'IA, tout ce que les pouvoirs politiques, les experts de plateau TV qu'on a vu d'ailleurs, c'est toujours les mêmes en plus, hein, voilà. C'est même ceux qui n'ont strictement aucune expertise en informatique qui s'expriment le plus. Tout ce qu'on ne voit pas sur l'IA. Comment l'IA peut être un catalyseur des inégalités et des discriminations au sein même de notre société. Et finalement, comment aussi s'exerce une forme de manipulation des masses avec cette intelligence artificielle. On a un peu évoqué la censure. Tu as mentionné notamment qu'aujourd'hui, la chaîne de François est rétablie après plusieurs mois, peut-être même plusieurs années de bannissement, de suppression. La censure 2.0, elle s'exerce avec des mesures coercitives, mais pas que. Elle s'exerce aussi avec une forme d'invisibilisation au profit finalement d'un discours dominant. C'est ça aussi la forme de censure que nous avons vécue beaucoup sur les plateformes numériques, notamment YouTube, hein, notamment Twitter, etc. Et c'est pour ça que je ne serais pas étonnée quelque part que cette vidéo ne fasse pas le buzz mondial, etc. Ou même le buzz ne serait-ce que dans une certaine sphère. Il y a une forme d'invisibilisation des discours qui dérangent. On l'a vu et revu. Et donc, voilà. Ce livre, il adresse tout ça. Il adresse aussi le problème. Voilà, il invite le citoyen à rester vigilant, à conserver une forme de vigilance active, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous présente, et aussi à veiller finalement à ne pas être le dindon de la farce dans la mesure où finalement, c'est lui, surtout la matière première de Big Tech. Et parfois, il est la matière première sans même s'en rendre compte, sans même donner finalement son consentement explicite. Voilà. Manuel, tu es enseignante-chercheuse, tu es docteur en informatique, tu as écrit ce livre, donc, comme tu le dis, pour alerter tout le monde. Juste peut-être une dernière question de ma part au sujet de la créativité. En fait, l'humain, comme j'ai dit tout à l'heure, est imparfait. Si on apprend toute notre vie, c'est parce que nous sommes des êtres imparfaits, alors que les machines, tu l'as dit aussi toi-même, ne sont pas parfaites. Donc, est-ce que quelque part, la créativité, est-ce qu'il n'y a pas des domaines qui vont devenir réservés à l'humain et que la machine doit être un assistant, une aide à la réflexion, qui va justement, on va trouver une espèce d'équilibre. Donc, ce manifeste est là pour que l'on reste vigilant, mais aussi pour qu'on retrouve un équilibre entre Oui, l'homme et la machine.
Tout à fait. Et je crois que c'est cet équilibre, hein, cet équilibre fragile d'ailleurs au demeurant, qui reste vraiment à définir. On peut utiliser l'IA comme sous la forme d'un assistant. Et évidemment, il peut y avoir des bons côtés. Il y a beaucoup je pense par exemple au monde musical, hein, je vais citer des personnes voilà, des artistes, hein, qui voilà, notamment un ancien producteur d'Universal qui me disait que bah, aujourd'hui, lui, c'était quasiment le seul qui utilisait encore des procédés, on va dire, artisanaux, enfin artisanales, alors que finalement tous ses collègues utilisaient des méthodes, on va dire, basées IA. Ça rejoint, c'est pour ça que j'ai été interviewée par le JDD justement à ce sujet-là dans un article au sujet de l'actrice virtuelle qui avait mis en place donc Hollywood, hein, donc une actrice virtuelle qui sort en fait d'un laboratoire d'une compagnie australienne. Elle fait très réaliste, elle joue très bien, etc. Vous avez notamment Laurent Alexandre dans l'article, hein, qui est cité, qui dit oui, c'est inéluctable, c'est la révolution de demain, on remplace tous les acteurs et puis finalement, c'est pas grave. Moi, je dis que non. En fait, le problème, c'est que, ben, OK, il peut y avoir des process comme ça pour essayer d'aller plus vite. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même pied d'égalité, par exemple, que les effets FX? Les effets FX sont là pour sublimer, pour rajouter en fait de l'émotion à une scène, ne sont pas là pour remplacer l'être humain. Dans Avatar, ce sont des vraies personnes qui jouent avec des mécanismes, ce qu'on appelle la motion capture. Donc, ce sont des vrais acteurs, hein, qui jouent, hein. C'est pas tout n'est pas fait par ordinateur. Avec un costume, voilà. Ils ont un costume avec des capteurs qui sont voilà, sur un identifiés. fond vert. Et puis, on capte finalement leurs gestes, les émotions au niveau de leur visage, etc. Donc, il y a une retranscription, en fait. C'est pas un remplacement total de l'être humain. Et ce que j'ai adressé notamment dans cet article, alors ce que j'avais dit notamment à la journaliste, mais pour autant, voilà, a dû à un moment donné aussi réduire mon propos, c'est que je pense qu'il va y avoir à un moment donné deux voies. Comme on a vu, par exemple, avec à un moment donné, autour de la mondialisation, on a eu le Made in China avec la surproduction finalement, et puis on a le Made in France avec la petite industrie, etc., des petits procédés à petite échelle qui pour autant sont considérés mieux fait, plus luxueux, de qualité. Alors, peut-être pas dans tout, hein, voilà. Mais il faut quand même se rappeler que la France reste quand même le pays du luxe. Certaines grandes maisons, par exemple, de haute couture, etc., ça reste le pays du luxe. C'est pas, par exemple, Shein, voilà, ou Temu. Voilà, ou Temu. Bref. Donc, je crois qu'il va y avoir deux voies, le made by AI et le made by human, et que finalement, les procédés qui seront faits par les personnes, les vrais en tout cas, voilà, l'être humain, sera à mon avis, alors peut-être plus cher, c'est vrai, mais de meilleure qualité qu'un procédé fait par intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que notamment dans le domaine de la créativité, c'est avant tout l'imperfection née aussi de l'expérience, née des émotions, de la souffrance, de la colère, de la tristesse, de la joie, qui donne finalement toute la dimension à une œuvre. Vous prenez par exemple une chanson, vous prenez un tableau, vous prenez un jeu d'acteur, c'est quelque part le reflet aussi de ce qu'il a, lui, à l'intérieur de lui. Une machine n'a pas d'émotion. Elle peut mimer de la colère, mais ça reste du mime. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est une illusion. C'est comme une illusion, finalement. C'est pareil. Donc là, je pense qu'il y a, à mon avis, un label à inventer, un espace à inventer, quelque chose à réaffirmer. Et ça, ce n'est pas fait. Mais je ne doute pas que ça sera fait à l'avenir. Quand finalement, on sera inondé par des images creuses, des chansons creuses, etc., qu'il n'y aura plus cette dimension-là, finalement, autour vraiment de la véritable émotion, qu'à un moment donné, on ira vers cette branche. Voilà. Emmanuel, donc tu as ce livre Illusion d'avenir. Est-ce que tu vas aller en librairie pour aller à la rencontre de tes lecteurs? Alors, juste pour faire une petite analogie, avant, on signe. Donc, en fait, on va avoir un autographe. Aujourd'hui, on n'a plus des autographes, on a des autographes virtuels par IA.
peut-être que c'est le moyen de se réintroduire, de se reparler. Moi, je vous invite à aller le lire, à l'acheter, à aller à la rencontre d'Emmanuel. Tu vas faire des conférences, comment vas-tu marketer ce livre? Alors moi, mon but, il est surtout dans un but d'alerter, hein. C'est pas tellement dans un but marketing, il est vraiment dans le but de pouvoir transmettre ce que j'ai à dire, transmettre mon message. J'ai déjà commencé à faire des conférences, j'en ai fait une notamment à Annecy, au musée Paccard. C'est un musée en fait qui fabrique des cloches. Ils avaient fabriqué notamment des cloches pour les États-Unis, etc. C'est un musée très très vieux. Et alors ça peut prêter sourire. Et j'ai donné une conférence, on a fait salle comble. Et j'ai commencé donc à signer mon livre lors de ces conférences. Je vais évidemment organiser des séances de signature en librairie. J'ai déjà plusieurs librairies avec lesquelles je suis en discussion. C'est beaucoup de temps. Je pourrais pas, voilà, j'essaye aussi de pouvoir. J'ai beaucoup d'obligations aussi personnelles et aussi surtout professionnelles. Donc voilà, mais oui, je compte aller à la rencontre effectivement voilà, de tous les lecteurs et pouvoir échanger aussi avec eux de vive voix également sur leurs intérêts, sur leurs préoccupations, parce que je crois que c'est important de pouvoir voir ce qui aujourd'hui préoccupe le grand public sur ces questions-là du numérique. Voilà. Je parle de l'autographe parce que quand on regarde le prix auquel parfois certains autographes sont vendus sur une balle de tennis, par exemple, on sait qu'ils valent très cher. Donc, en fait, peut-être que c'est une des dernières manières que l'on va avoir de se dire, j'ai été en contact avec cet humain, j'ai été en contact avec cette personne. Et donc, merci de t'être disponible pour cette interview. C'est l'habitude chez François, on laisse le mot de la fin aux personnes que l'on interviewe. Qu'est-ce que l'on n'a pas abordé? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs de François ou aux autres, d'ailleurs, à tout le monde? J'aimerais dire à tous les auditeurs de continuer à soutenir François, qui a été vraiment, on va dire, malmené pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, si on arrive en fait à diffuser de l'information, c'est grâce aussi à l'engagement des personnes comme toi, Xavier, pour permettre en fait aux citoyens de pouvoir s'informer autrement que par des voies, on va dire tout établi avec on va dire sous la forme d'une autorité de la bien-pensance. Donc, continuons, soutenons les médias libres. Et puis, voilà, ne nous arrêtons pas, résistons, parce que je pense que c'est que le début finalement d'une ère qui est en train de s'ouvrir. On la voit s'ouvrir un peu aux États-Unis. Voilà, le combat autour de la vérité, c'est un combat qui est long, c'est un combat qui est compliqué, c'est difficile, mais on ne doit pas, voilà, pour autant se résigner et voilà, continuons. Voilà. Eh bien, Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous suivre sur François et à très bientôt. Peut-être pour d'autres interviews. Si jamais vous avez des questions, vous savez que vous pouvez les poser sur le formulaire de François. Si vous voulez qu'on fasse d'autres interviews avec Emmanuel pour aborder plus de sujets, on peut aussi le faire. L'IA est un vaste sujet. Comme dit Emmanuel, il vous faudra peut-être avoir un label MIA, Made by IA et Made by Human. C'est quelque chose de très intéressant comme idée. En tout cas, jusqu'à présent, chez François, on vous interviewe et on interviewe avec plaisir des humains qui viennent présenter leurs ouvrages comme Emmanuel l'a fait aujourd'hui. À très bientôt et je te souhaite une excellente journée, Emmanuel. Merci beaucoup, Xavier. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous nos auditeurs.